Bonjour à tous, nous sommes présents aujourd'hui au studio pour le podcast d'Aspiration à Inspiration. Je suis en compagnie de Maxime Bouquin, Bonjour. PMO du Lab Jeune. Notre invité aujourd'hui est un leader émérite dans la gestion de la supply chain avec une appétence dans la gestion des flux et le change management. Il s'agit de Jean-Michel Lechat. Bonjour Jean-Michel Lechat. Bonjour à tous. Bonjour. Directeur des projets en supply chain chez Auchan Retail. Merci monsieur d'être présent aujourd'hui au studio pour pouvoir répondre à nos questions, d'avoir répondu à notre invitation. Est-il possible pour vous de vous présenter et de nous dire en une phrase ce qu'est la supply chain ? Tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, je suis Jean-Michel Lechat, j'ai 51 ans et je suis depuis 2 ans et demi, effectivement, le directeur des projets sur Auchan Retail. Alors, ça veut dire quoi être directeur des projets ? Ça veut dire gérer tous les projets stratégiques qui vont, je dirais, impliquer l'entreprise et bien sûr la supply chain, depuis le référencement jusqu'au flux, en passant par la logistique et la livraison des clients, par exemple. Et en parlant de logistique, sur votre poste et en général, comment vous définiriez justement en une phrase Alors, cette chaîne d'approvisionnement ? La supply, elle a beaucoup évolué. Je sais que dans les cours, on parle souvent du général de Janery qui parlait du ravitaillement des armées. On n'en est plus là, même si le Covid a rappelé qu'on avait une obligation qui était celle de ravitailler la planète. Donc moi, ma définition, après je laisse aux puristes le soin de la rectifier si besoin, mais je dirais que pour moi, c'est l'art et la manière de planifier rapidement et de mettre en place des solutions innovantes, durables, pour satisfaire l'approvisionnement des clients dans un rapport coût-service optimisé en vision end-to-end. Alors c'est un peu long, mais chaque mot est important, parce que globalement, s'il en manque un, c'est moins bien fait. C'est sûr. Et donc aujourd'hui, vous êtes en poste donc chez Auchan Retail. Qu'est-ce qui vous a amené à cette carrière ? Par où est-ce que vous êtes passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos différentes expériences ? Tout à fait. Alors, je dirais que l'origine, souvent, on la trouve dans l'enfance. Et donc, finalement, moi, j'avais des parents agriculteurs et je voyais au quotidien des camions partir et expédier la marchandise, c'est-à-dire de l'exploitation, donc des cochons, des veaux, ce que vous voulez. Et donc, dans un premier rapport, j'ai été intéressé par tout ce qui était transport. Ensuite, lors de l'apprentissage, etc., et de la scolarité, bien sûr, on change. Mais finalement, c'est toujours resté un petit peu au fond de moi-même. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait quand même des fonctions assez nobles derrière la supply chain. Et donc, c'est ce côté organisation qui m'a toujours vraiment intéressé. Donc, j'ai fait un bac G3 qui était commercial à la base parce que je voulais faire du commerce et de la logistique. Ensuite, on m'a dit, tu peux éventuellement faire une prépa HEC. Donc, je l'ai faite. Et avec plaisir. Et j'ai été reçu dans les 2 écoles qui, il y a 25 ans, faisaient de la supply chain, qui étaient Brest et Tours. Et j'ai choisi Subdeco Tours à l'époque. Donc une motivation en premier lieu par le transport et qui vous a mené du coup à rester vraiment dans ce secteur de l'agroalimentaire, parce que vous avez fait une longue carrière chez Carrefour, maintenant vous êtes chez Auchan Retail. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette longévité chez Carrefour et de ce nouveau poste chez Auchan ? Bien sûr. En fait, ça s'est enchaîné assez naturellement. Donc juste à la sortie de l'école, comme je disais, j'ai envoyé 5 lettres aux 5 centrales d'achat qui existaient à l'époque. Au comptoir moderne, Carrefour, Casino, etc. Et donc, assez naturellement, au bout d'un mois, j'ai été pris en CDI à l'époque pour la création de postes. Et le poste, c'était l'ECR, Efficient Consumer Response. Donc, c'est quelque chose qui était en train de se créer. Et finalement, j'ai adoré ça, puisque c'était une création de poste. Et donc, je pouvais avoir le territoire, entre guillemets, que je voulais, sachant que le brief, il était assez simple. C'était sortir de la négociation pure et dure qu'avait la grande distribution avec les industriels pour essayer de trouver des gisements de valeur en dehors du prix. Donc, optimisation de camions, etc. Ça, c'était il y a quasiment 30 ans. Donc, ça a démarré comme ça. Et ensuite, je dirais, j'ai eu donc cette expérience. Après, j'ai proposé une autre organisation déjà à 25 ans qui était de scinder les approvisionneurs des acheteurs. Donc, à l'époque, ça a fait un peu de bruit. Et donc, je me suis retrouvé à 25 ans patron d'une vingtaine d'appros. Voilà. Et puis, j'ai fait acheteur textile ensuite. Voilà. Donc, trois postes très, très rapidement.
Ok. Et ensuite, l'OPA de Continent sur Carrefour est arrivé et nous a englobés. Et donc en 2000, j'ai rejoint les équipes au siège de Levallois-Perret à l'époque, au siège social, avec quelqu'un comme Didier Thibault qui m'avait repéré et qui m'a dit viens représenter, je dirais, ce que tu sais faire et dans un poste de responsable de flux à l'époque. Ok. C'est très intéressant et vous nous parlez en fait des différents challenges que vous avez pu avoir. Vous avez quand même une grande longévité chez Carrefour. Aujourd'hui, la plupart des étudiants, en tout cas avec qui on peut discuter et même au sein de notre entourage, on n'arrive pas à se voir faire une carrière aussi longue dans une entreprise en particulier. Ouais. On est constamment à la recherche de nouveaux challenges. Qu'est-ce qui a pu faire que vous soyez resté aussi longtemps chez Carrefour? Est-ce que les projets se sont renouvelés? Est-ce que vous avez eu des réussites, des échecs qui vous ont poussé à rester aussi longtemps? Alors, je sais pas si je vais vous rassurer, mais je le fais en clin d'œil aux étudiants qui nous regardent. C'était pas prémédité. La longévité, ça se décide pas. Ouais. Moi, quand je suis sorti d'école de commerce, c'est un petit peu comme vous. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de faire ça, mais je démarre, on fera 3 ans, 4 ans, on verra. Et en fait, je me suis jamais reposé la question depuis. Parce que à peu près tous les 2 ans et demi, 3 ans, j'ai changé de poste et j'ai progressé dans l'entreprise avec des prises de responsabilité à chaque fois. Et donc, en fait, assez naturellement, les choses se sont enchaînées. Et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. D'accord ? Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'en fait, il y avait cette progression. Et 2, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et j'y tiens. C'est un deuxième message entre le siège et les opérations. C'est-à-dire que pour moi, pour être un logisticien complet, désormais, il faut avoir, je dirais, l'habitude de progresser dans les arcades un peu politiques de la supply chain et de l'entreprise, parce que la supply, elle a énormément pris d'importance entre mes débuts et maintenant, et la supply, elle est dans tout. Et maintenant, elle est dans chaque projet. Le last mile, il est partout. Donc, il faut être à la fois avoir cette dimension politique et de communication avec les équipes sièges, et il faut surtout pas être déconnecté en même temps du terrain. Parce que sinon, vous êtes hors sol, et moi, c'est pas mon truc d'être hors sol. D'accord ? Donc, j'aime bien avoir les allers-retours entre les entrepôts, le siège, etc. C'est un lien qui est très important en général. Effectivement, c'est en parlant avec plusieurs invités qu'on a pu recevoir dans ce podcast, on sent vraiment que sur les 20 dernières années, la supply chain a pris un gros tournant dans le cœur des entreprises et est devenue une fonction très très stratégique. Aujourd'hui, il y a eu une période dont on se rappelle tous au moment de 2020-2021 qui s'appelle le Covid-19. Comment vous avez géré cette situation ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'était quoi les plus gros défis ? Comment vous avez vécu cette période ? Alors, quand le Covid est arrivé, j'étais directeur organisation et méthode à l'époque chez Carrefour. Donc, j'étais pas dans les opérations en tant que telles. Donc, ce que j'ai pu faire et j'ai dû faire, c'est travailler en pleine résilience. C'est-à-dire que la partie projet ou amélioration continue, pendant un petit moment, elle a été mise non pas de côté, mais au service uniquement de la capacité de production. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, les drives, ils ont explosé. Les commandes Internet ont forcément augmenté puisque les gens étaient chez eux et qu'il y a une partie de la population qui n'avait pas encore franchi le pas de commander sur Internet. Donc cette partie-là, il a fallu, je dirais, l'accompagner, d'accord, Okay. En étant très résilient et aussi en travaillant des sujets de fond, comme la productivité dans les entrepôts. Voilà, parce que vous pouvez travailler la productivité pour économiser et gagner de l'argent, mais vous pouvez aussi faire de la productivité pour aller plus vite et pour livrer plus vite les clients. Et voilà, et c'était ce deuxième enjeu, clairement. Gagner en service client. Voilà, c'est ça. Et durant cette période, est-ce qu'au moment de l'apparition du Covid, est-ce que vous avez réussi à anticiper la hausse justement de cette nouvelle façon de faire ses courses, ou est-ce que vous vous êtes adapté à ce qui arrivait et aujourd'hui, pour faire le lien avec Auchan, pour voir un peu comment ça se passe, est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez à 100% ou sur lesquels il y a encore des opportunités et des nouveaux projets à développer ? Alors, clairement, on s'attendait à des hausses, mais
à des hausses de volumétrie, etc. Mais travailler des marchés à plus 10, plus 15, ou plus 180% ou 300% comme les pâtes, non, personne n'anticipe ça. Donc vous êtes obligé de vous adapter. Après, le métier de logisticien, c'est d'essayer d'anticiper au maximum les choses pour essayer, un, de dormir tranquille, parce que c'est important, et deux, de se garder un peu de plage de travail pour justement travailler les impromptus. Et il y en a toujours. D'accord ? Donc ça faisait partie effectivement des impromptus. Et donc on a dû s'adapter clairement aux nouvelles formes de commerce très vite. Et après, c'est resté non pas au même niveau de volumétrie, mais par contre, il y a des gens qui ont gardé les habitudes. Donc on les a accompagnés et on a développé notamment chez Auchan des nouveaux parcours de course. Et on en a pratiquement 7 désormais, des parcours de course online, on va dire. Et donc vous avez de la livraison à domicile, enfin tout ce que vous connaissez. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de développer ça dans des périodes de crise et après de faire du fine-tuning pour trouver une équation économique. Parce qu'il y a aussi ça. Alors justement, pour revenir sur cette dimension online, aujourd'hui dans les différents métiers de la supply chain, on a tout un processus de digitalisation qui se met en place. L'exigence des grandes anciennes telles que Auchan Retail a-t-elle été redéfinie par rapport à justement cette digitalisation ? Nous, on sait que l'humain reste quand même au cœur de la satisfaction client, c'est quand même le plus important dans tous les secteurs d'activité, et notamment dans la grande distribution. Est-ce que tous vos processus ont été impactés par cette digitalisation, ou est-ce que vous gardez une certaine marge de manœuvre dans ce qui se fait aujourd'hui ou de manière traditionnelle ? Alors, moi j'évite les formules très binaires sur le sujet. Pour l'instant, il y a deux mondes. Il y a un monde, alors, même si c'est la mode de parler du figital, c'est-à-dire la réunification du monde B2B, ancien modèle, et du digital. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'expériences sur le marché qui ont réussi les deux. Donc on a quand même deux mondes qui cohabitent, le physique et le digital. Après, ce qui est vrai et ce qui est clair, et qui ne va pas s'arrêter, c'est que le digital est moi j'appelle ça une loupe grossissante. C'est-à-dire que ça oblige à aller plus vite. Moi j'ai démarré ma carrière, on parlait de J+2, maintenant on parle de H+1. D'accord ? Donc ça accélère les choses, ça accélère les processus. Et quand vous accélérez les processus, vous n'avez pas le choix, il faut être meilleur. D'accord ? Vous savez, c'est comme la différence entre le stock et le flux tendu. À un moment donné, si vous n'êtes pas bon, les dysfonctionnements, vous les prenez en pleine face. Donc c'est ça que la digitalisation, elle a permis. Et après, elle a dépoussiéré aussi des métiers. On parlait transport au début. Moi, par exemple, j'ai mis en place des services, un système de digitalisation des rendez-vous transporteurs. Le monde du transport, c'est encore un monde où il y a encore beaucoup de papier. D'accord ? On a aussi, il nous reste encore des choses à faire. Le digital, par exemple, sur tout ce qui est alcool, c'est pas encore permis sur tout ce qui est acquis, etc. Donc, voilà, il y a encore des dossiers à travailler. Très bien. C'est vrai ce que vous dites, notamment sur la question de la livraison. On ne sait pas forcément propre au secteur d'activité de la grande distribution. Il y a aussi plusieurs autres secteurs d'activité. Je pense notamment au BTP, à la construction. Là, on cherche à créer justement ces petites applications pour gérer de manière digitale toutes les interventions, toutes les livraisons ou autres. Vous avez eu des réussites, certains échecs aussi de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous dire votre plus belle réussite justement dans cette idée de challenge au sein de votre carrière ? Alors, ouais, je vais prendre entre guillemets deux challenges du moment, parce que sinon on pourrait remonter à Mathusalem, mais c'est pas ça qui est intéressant. Non, une des grosses réussites, c'est quand j'ai pris la décision de rejoindre Auchan, c'était par rapport à un projet très clair qui était de retailiser, c'est-à-dire de mettre en multiformat les entrepôts qui auparavant étaient dédiés chacun a un format. Il y en a un qui livrait les hypermarchés et l'autre qui livrait les supermarchés. Je dirais que la réussite, c'est que dans 2 mois, j'ai fini ce programme de retailisation. Ça a été un gros travail des équipes que je remercie au passage. Il y avait à peu près 80 à 100 collaborateurs qui ont été concernés, une quarantaine de chefs de projet. Et en 2 ans et demi, on a réussi, je dirais, à mettre au service des clients une organisation qui permet de réduire les kilomètres de 25%. Donc ça, c'est très, très important. Et parce que c'est important économiquement et c'est important aussi pour le RSE. Et donc, on est fortement engagé dans la réduction du CO2. Donc, voilà, ce challenge-là, il a été bien réussi
à 2 mois près, je touche du bois. Donc on va essayer de le terminer parce qu'on a un deuxième challenge. Et c'est ça qui est intéressant dans la supply chain, c'est qu'un challenge se rajoute au challenge. Puisqu'entre-temps, on a fait l'acquisition de 98 magasins Casino. Et donc je m'occupe de cette intégration au sein de la supply chain. Et clairement, ça nous permet d'accélérer au niveau des ventes. Et évidemment, il faut repenser le réseau qu'on vient juste de terminer. Il faut déjà le repenser pour accueillir ces magasins. Donc voilà, un double challenge qui prend pas mal de temps, mais qui est vraiment passionnant parce que c'est vraiment très tangible. Et c'est, je pense, ce qui pourrait intéresser des étudiants demain dans ce genre de métier. C'est que vous travaillez, mais vous avez la réalisation dans les 2-3 mois qui viennent. Donc ça, c'est très impactant. Bah, c'est clairement le nouveau, si on peut dire ça comme ça, le nouveau monde de la supply chain où justement les choses vont bouger de plus en plus vite avec toutes les nouvelles, que ce soit des nouvelles technologies, que ce soit des nouveaux processus qui sont mis en place. Aujourd'hui, justement, on est dans le cadre du podcast pour le Lab Jeune. Quel conseil, quel avenir, quel projet de carrière professionnelle vous pourriez conseiller aujourd'hui à un jeune qui est en fin d'études ou qui justement va commencer une école de commerce ou un parcours orienté dans la supply chain? Alors, votre question me fait sourire parce que j'ai 3 enfants, dont 2 qui viennent de terminer des écoles de commerce. Et quand je vois leur attitude vis-à-vis de la supply chain, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail. Je n'ai pas réussi à les convaincre, mais ils font d'autres carrières et c'est très bien comme ça. Mais je note encore que, effectivement, la supply chain n'a pas encore ses lettres de noblesse dans les écoles. Où par ailleurs je peux intervenir de temps en temps, donc j'entends tout ça. Après, moi ce que je leur dis juste, et en les regardant droit dans les yeux, c'est clairement, moi je connais pas aujourd'hui un domaine qui donne autant de responsabilités, quel que soit l'âge et le cursus. Parce que certes, il y a des très bonnes écoles, il y a des bonnes écoles, il y a des moyennes écoles, mais chacun a sa place. Parce qu'en supply chain, au bout de 2 ans, on vous demandera jamais l'origine de votre diplôme. Ce qui va compter, et c'est pas le cas dans tous les corps de métier, d'accord ? Ce qui va compter, c'est votre engagement. C'est un métier d'engagement, d'accord ? Il faut pas se leurrer. Alors si en plus on choisit le double challenge de prendre supply chain plus grande distribution, je vous cache pas que c'est assez engageant, d'accord ? Mais par contre, cet engagement, il va être très clairement couronné de succès à partir du moment où tout ce que vous le faites dans un axe client. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que de temps en temps, vous allez faire des choses sur le taux de service, la qualité de service. De temps en temps, vous allez faire des choses sur le coût. Mais globalement, dans le monde du retail, je pense que c'est pareil parce que je les connais quand même pas mal, tout est remis, je dirais, dans le prix d'achat quelque part du produit, puisqu'on se bat tous à quelques centimes près. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que les réorganisations d'entrepôts, les choix qu'on peut faire, la digitalisation, bref, tous ces projets, à chaque fois, ont une ambition, c'est celle de servir le client. Il ne faut pas oublier qu'on reste une fonction de support, d'accord ? Et que sans business, il n'y a pas de fonction de support. Donc il faut faire du chiffre, et après, on fait de la supply. On réfléchit à la supply chain. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, on a plusieurs exemples pour rejoindre ce que vous disiez un peu plus tôt dans votre réponse, du fait de pouvoir démarrer, ne serait-ce que en tant que membre dans un entrepôt, etc., et d'arriver à des postes de direction, de management assez importants. On a plusieurs exemples de carrières comme ça. Vous êtes sorti d'une école, mais vous avez eu tout de suite des responsabilités à plus petite échelle que ce que vous avez aujourd'hui. Oui. Donc ça montre bien que... Pardon. Ça montre bien effectivement qu'il y a cette possibilité d'évoluer rapidement et facilement sans dire qu'il ne faut pas travailler. Mais... Non, il faudra travailler. Il faudra travailler, effectivement. Mais l'avantage, c'est que, et vous venez de le dire vous-même, il y a vraiment au sein de la supply chain des métiers totalement différents. C'est mon 11e job, moi, en termes de carrière. Et je peux vous assurer qu'il n'y a quand même pas grand point commun entre être directeur d'une quinzaine d'entrepôts comme j'ai pu l'être, être un
un chef d'exploitation d'une équipe terrain qui fait des fruits et légumes à 5 heures du matin, ou être chef de projet. Et c'est très bien comme ça. Chacun des mondes va requérir des compétences particulières, et au-delà de la technique, il y a un savoir-être. Et le savoir-être en supply chain, il est primordial, parce que vous ne parlez pas de la même façon au siège ou aux équipes terrain à 5 heures. Et il ne faut pas leur parler de la même façon. Oui, et tout ça va s'acquérir en fait avec l'expérience. Et au fur et à mesure que le temps passe et que les projets, les challenges se mettent en place. Et c'est pour ça que nous, en tant que Lab Jeune, on essaye aussi d'avoir cette importance de transmettre aux jeunes cette expérience. Quelle est pour vous justement cette importance Comment participez-vous à cette transmission de savoir, cette transmission d'expérience? Aujourd'hui, vous participez au podcast, mais est-ce que vous avez d'autres moyens de communication? Est-ce que vous intervenez dans des écoles? Est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Je suppose que oui, bien sûr. Mais pour vous, à quel point c'est important de pouvoir transmettre et communiquer le milieu de la supply chain aux plus jeunes? Alors, pour moi, c'est primordial, et moi, j'y prends un grand plaisir. C'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai accepté votre invitation, parce qu'en principe, je les refuse toutes. Mais on vous remercie encore. On vous remercie. Mais c'est plutôt faute de temps, et puis pour prioriser, en fait. Moi, je fais deux choses. J'intègre très souvent des alternants et des jeunes stagiaires en longue durée, parce que je trouve que, au-delà de tendre la main, ce qui me paraît naturel vers son prochain, c'est quand même très enrichissant d'avoir un regard neuf, et ça fait aussi bouger ses propres équipes. D'accord ? Donc ça me paraît être une évidence, et l'alternance pour ça est vraiment idéale, parce que c'est un temps long par rapport au stage. Après, moi je fais une deuxième chose, de façon épisodique, on va dire que je suis professeur vacataire à l'ISLI, à Cachan et à Redon, et donc ça me fait plaisir d'aller intervenir de temps en temps pour parler de RSE et de développement durable, d'accord, et aussi d'innovation supply chain. Voilà mes modestes contributions vers la jeunesse. Non, mais vous n'avez absolument rien de modeste. Pour nous, justement, c'est un honneur d'avoir votre expérience et que vous puissiez aussi la mettre à disposition, que vous mettiez au cœur, en tout cas, de vos engagements, de pouvoir justement transmettre, essayer d'être présent. Et pour nous, c'est un véritable honneur, en tout cas, de vous avoir sur le podcast aussi, parce que ça permet de montrer que dans tous les secteurs d'activité, et peu importe le poste que vous pouvez avoir, vous arrivez à quand même avoir cette disponibilité pour pouvoir nous expliquer, pour pouvoir nous montrer, pour pouvoir raconter et inspirer. Non, mais franchement, c'est un plaisir. Et deuxièmement, c'est une vraie source de satisfaction de voir des anciens étudiants ou des jeunes qui sont passés dans mes équipes évoluer, l'un chez LVMH, l'autre chez Decathlon, peu importe. Mais voilà, et ça me fait toujours très très plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand on peut me dire j'ai trouvé la vocation. Moi, j'ai eu la vocation avec des professeurs à l'époque comme Mel Barreau qui est connu sur la place, ou des gens comme ça. Et ça ouvre des perspectives. Donc donner de l'envie et de la passion à des jeunes, ça fait partie du job, je trouve. Et puis pour finir un peu sur cette question de justement le début de carrière professionnelle, etc. Ce qu'on peut remarquer aussi et qu'on veut vraiment mettre en avant dans le domaine de la supply chain, c'est que en général, des personnes qui arrivent à des postes de direction en supply chain sont forcément passés par le terrain à un moment donné dans leur carrière. En tout cas, c'est un avis personnel et qu'on partage aussi au sein du Lab Jeune, Oui, tout à fait. c'est que aujourd'hui, sans terrain, il n'y a pas de poste de direction. Donc, faut savoir mettre les mains à la pâte, un peu dans le cambouis, et voilà, voir vraiment quelle est la réalité du terrain avant de pouvoir manager des personnes. C'est clair, j'appuie votre raisonnement dans le sens où je dirais pas il faut, c'est que c'est juste que vous êtes plus crédible dans quelle que soit la situation, une fois que vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne. Voilà, moi j'ai fait de l'achat, j'ai fait de l'appro, j'ai fait de la planification, j'ai fait de la prestation, j'ai fait de l'intégration logistique, du projet, de la transformation, du transport. Donc, je sais pas encore tout. Loin de là, parce que tous les jours, j'apprends des choses. Et donc, il faut passer par des allers-retours, comme je disais, entre différents postes. De temps en temps, alterner
Au-delà région siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire alterner opérationnel et fonctionnel. Ça aussi, moi, j'y crois beaucoup parce qu'on n'a pas le même mindset en fonction de ce qu'on fait. c'est Et clair. donc, si vous êtes très détail, un passage gestion de projet, siège, etc., va vous apprendre à être plus macro, etc. Si vous êtes sur le terrain, vous allez être beaucoup plus facile ensuite dans la relation aux autres. D'accord? Voilà, donc c'est une combinatoire de tout ça qui fait que demain, vous serez d'excellents supply chain managers au sens large. Et puis ça permet aussi de prendre conscience de la complication du terrain, de l'importance que ça a aussi dans les résultats de l'entreprise, et de savoir que quand on demande une tâche à quelqu'un, il y a beaucoup de conséquences derrière, et ça représente aussi certaines choses pour la personne qui va travailler. Donc Tout à fait. c'est bien de le savoir parce qu'on l'a fait, pour anticiper et avoir un meilleur management. Et j'ajoute que c'est des jobs où il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que, on va se le dire, préparateur de commandes ou cariste, c'est quand même pas drôle tous les matins à 5 heures, surtout si vous faites du frais ou du surgelé à moins 18. Donc, je crois qu'il faut être très humble dans ce qu'on demande aux gens. Bien sûr, il faut avoir des ambitions. Bien sûr, il faut modéliser les choses. Mais la productivité, par exemple, c'est pas un sujet qui se décrète que sur Excel. C'est sûr et Il certain. y a vraiment une composante humaine. Il y a le plaisir de travailler ou pas des gens. Il y a le taux d'engagement. C'est quelque chose qui m'est cher et qu'on retrouve dans tous les métiers. Le taux d'engagement, c'est essentiel. Et ça, vous pouvez pas. Vous avez du mal à le mettre sous Excel. C'est sûr. Ouais, c'est un très très beau dernier message et je pense que les jeunes apprécieront votre intervention et ce précieux conseil. Bien évidemment, il faut rester humble, il faut avoir beaucoup de recul dans cette activité. La supply chain n'est pas forcément facile, nous on essaye de la vulgariser, vous avez essayé de nous l'expliquer, mais c'est vrai que psychologiquement, il faut avoir une certaine prise de conscience, un certain recul, comme je viens de le dire, pour pouvoir justement prendre en expérience, comprendre surtout véritablement les enjeux et aller sur le terrain, comme le disait Maxime, pour voir ce qui s'y fait concrètement et ensuite, pourquoi pas, proposer des challenges et finalement rejoindre des postes en direction d'un point de vue très carrière, parce que c'est un peu l'objectif, on va dire, de chaque étudiant, c'est d'avoir en fait cette véritable responsabilité. En tout cas, nous, on vous remercie pour votre Merci intervention. beaucoup On vous remercie pour votre participation. Ouais, on vous remercie. Pour ceux qui ont suivi ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres qui sont déjà arrivés, notamment Xavier Roux prochainement sur la chaîne YouTube, et même qui sera déjà posté à l'heure actuelle à ce moment-là. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires, à nous solliciter directement sur Instagram, sur TikTok, et on vous souhaite une excellente journée.